disais, je vais reprendre pour toi, Greg, du coup, comme ça paraîtra dans la vidéo. Ok. Donc, tu vas nous présenter tout ce qui est synthèse vocale et reconnaissance vocale dans le browser avec l'API Web Speech. Mhm. Et en deuxième intervenant, on aura Benjamin Kuperberg, en fait, qui a fait un logiciel qui s'appelle Châtaigne, en fait, qui répond à un problème qu'ont souvent les artistes numériques dans le domaine du spectacle, pour les installations. En fait, ils ont des capteurs un peu partout, des écrans à un autre endroit, et il faut faire communiquer tous ces devices ensemble. Et plutôt que refaire à chaque fois des logiciels maison, là, ils proposent un logiciel avec une interface qui s'adapte autant aux développeurs qu'aux artistes pour essayer de faire ça le plus simplement possible. Et en dernier intervenant, on aura Makio 135 qui en fait fait des loops vidéo de pixel art. Je vais résumer comme ça, mais il en parlera sûrement mieux que moi. Mais en fait, des loops vidéo qu'on peut trouver sur son compte Instagram. Donc voilà, c'est tout ce qui est, on va dire, du dessin génératif. Donc, voilà, il viendra vous parler de tout ça. Donc on commence avec toi, Greg. Ok. Ouais, c'est Excellent. nickel. C'est bon? Ouais, c'est bon. Super. Ok. Alors, donc je vais vous parler d'un petit projet que j'ai développé à partir du mois de janvier. Je venais de terminer une mission, j'avais du temps. Et c'était un sujet qui me tenait à cœur. Et donc je me suis lancé là-dedans. C'était un peu l'aventure parce que j'avais jamais travaillé sur des sujets autour de la synthèse vocale et de la reconnaissance vocale. Et donc, je vais rentrer tout de suite dans le. Alors, bon, rapidement, je vous ai fait une petite diapo pour ma bio. Bon, moi, je suis développeur freelance. Je co-anime avec Florian, Fred, Stan. Donc, on co-anime ensemble le Meetup Creative Code Paris. Je vous ai mis un lien sur mon lien GitHub. Il y a plein de dépôts sur ce compte, dont un qui est justement consacré à Creative Code Paris, dans lequel je répertorie tous les différents événements qui se sont passés, qu'on a organisés jusqu'ici, avec la liste des intervenants, les sujets qui ont été traités, et puis on trouve aussi des informations sur des liens vers des outils de creative coding, de live coding, etc. À mes heures perdues, je fais aussi de la musique. Les trucs les plus écoutables, je les mets sur SoundCloud. Et puis, de temps en temps, j'écris des articles pour le magazine GNU Linux, souvent, la plupart du temps, orientés sur soit du JavaScript ou du SQL, ou des sujets un petit peu plus rigolos. J'avais même écrit une fois un article sur comment j'avais hacké ma clarinette. Enfin bon, des choses comme ça, quoi. Voilà, voilà. Greg, je Donc te ça, demande, oui. en fait, on est toujours sur ta première slide. Ah J'ai bon? l'impression que tu parles de ta slide de Ah, alors moins attends. 2. Comment ça se fait? Parce que moi, je défile là. Et vous voyez que la première diapo? Ouais, là, Ah, on est encore, tu sais, dans l'interface PowerPoint où tu ah peux le mince. dessiner. Ah, alors attends, comment se fait-ce? Ça a l'air d'être. Nickel. Ok, ça marche. Donc voilà, désolé, alors la diapo sur ma bio, c'est celle-là. Donc oui, comme je disais, le dépôt GitHub sur lequel vous pouvez trouver notamment un dépôt consacré à Creative Code Paris avec l'historique en fait de nos événements. Il se trouve là-dessus. Il y a aussi ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que il y a notamment des dépôts sur notamment un que j'ai appelé JS Corner, qui contient pas mal de documentation pour les gens qui veulent découvrir le JavaScript ou approfondir certains aspects du JavaScript. Donc dedans, il y a plusieurs documents PDF qui sont sous licence Creative Commons et que vous pouvez télécharger et puis étudier en fonction de vos centres d'intérêt. Voilà, donc je passe rapidement là-dessus. On va attaquer le vif du sujet. Le point de départ de ce petit projet dont je vais vous parler, en fait, c'est pendant, je dirais l'année dernière, pendant plus ou moins entre les deux périodes de confinement, même, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près vers la fin du premier confinement et pendant les deux périodes,
entre les deux périodes, j'ai appris qu'un ami souffrait de gros problèmes de vision suite à une infection oculaire. Il est resté de nombreuses semaines et je crois même plusieurs mois dans une semi-obscurité. Il était quasiment dans l'incapacité de lire des écrans et donc pour passer le temps, il écoutait notamment des émissions en particulier sur France Culture, et en discutant avec lui, alors c'était au téléphone parce que Covid oblige, je pouvais difficilement lui rendre visite. Et lorsqu'il m'a parlé de France Culture, des émissions culturelles, je me suis dit, mince alors, j'ai plein de podcasts que je pourrais lui filer. J'ai une clé USB dans la bagnole qui est chargée avec 16 gigas de podcasts, d'émissions culturelles de France Culture. Il y a de tout, des choses, des sujets sur la philosophie, les sciences, la musique, l'histoire, etc. Et je me suis dit, ça serait cool si je pouvais lui passer ça, il pourrait écouter les émissions à son rythme. Mais se pose la question oui, mais avec quoi écouter des podcasts quand on ne voit rien? Je sais pas vous imaginez, la plupart des lecteurs de MP3 sont peu accessibles. La plupart fonctionnent sur la base d'écran tactile. Et je me suis dit qu'il devait bien y avoir quelque chose à faire. Et donc, je me suis mis en tête d'essayer de développer un petit lecteur de podcast. Alors, je me suis fait un mini cahier des charges. Je me suis dit, il faut qu'il soit facile d'utilisation, qui puisse être utilisable avec un simple micro-casque, de préférence sans clavier, sans souris, sans écran. Et puis, tant qu'à faire, si ça pouvait être une solution low cost, ça serait sympa. Pas que ce soit nécessaire pour mon ami, mais après tout, si je pouvais trouver un moyen de développer quelque chose qui soit peu onéreux et qui puisse donc être accessible au plus grand nombre, ça serait cool. Et dès que j'ai pensé low cost, je me suis dit, j'ai une solution low cost. C'est le machin qui traîne dans mon tiroir depuis des mois et qui ne me sert à rien, c'est un Raspberry Pi 3. Je vous ai mis une photo pour que vous voyez, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas. C'est tout petit, hein, vous voyez. C'est un mini ordinateur, il y a 4 prises USB, une prise Ethernet. Sur un côté, vous ne le voyez pas, mais il y a une prise HDMI, aussi une prise audio mini jack. Et puis vous avez de l'autre côté le cordon secteur, dont on aperçoit le câble, le câble derrière avec le bouton poussoir. Donc c'est vraiment tout petit, très léger, très, très pratique. Et bon, vous allez me dire, ouais, est-ce que c'est une bonne idée? Bon, pour moi, d'un point de vue de l'idée du low cost, ça me paraissait un bon plan parce que un Raspberry Pi 3, ça coûte, selon les configs, allez, on va dire 50 €. C'est surtout le prix de la carte SD que vous mettez dedans qui fait office de disque dur qui modifie un peu le prix. Et si vous rajoutez dessus un micro-casque, alors maintenant ils en ont fait des très bons, ceux pour les gamers qui se branchent en USB direct sans même avoir besoin d'une prise jack, vous trouvez des bons casques pour une quarantaine d'euros, ce qui fait qu'on a une configuration qui pourrait tourner aux alentours de 90-100 €. Le Raspberry Pi 3, c'est une machine qui est sympa, mais qui est en fin de carrière, puisque tout récemment est sorti le Pi 4, qui est beaucoup plus puissant. Donc ça rend le Pi 3 obsolète de fait, mais malgré tout, ça reste une petite machine très, très pratique. Pourquoi je m'en sers pas personnellement? C'est parce que je trouve qu'elle n'est pas assez puissante pour mes besoins, et quand vous essayez de faire de la 3D ou des choses comme ça avec ce genre de machine, vous arrivez très vite aux limites de ce qu'elle est capable de faire. Mais je me suis dit que pour faire de la synthèse vocale, ça pourrait potentiellement le faire. Et puis, dans mon idée de développement durable, parce que je suis un peu là-dedans, je me suis dit que des Pi 3, il doit y en avoir plein qui dorment dans des tiroirs comme le mien, et que ça serait cool de pouvoir en faire quelque chose d'utile de ces machines. Donc je suis sûr, vous me direz dans le chat s'il y en a parmi vous qui ont un Pi 3 qui dort dans un placard ou pas. Ah oui, apparemment oui. Benjamin me répond oui. Donc, pour faire de la synthèse et de la reconnaissance vocale, alors là je m'aventure dans un domaine que je ne connaissais pas il y a quelques semaines,
quelle techno utiliser? Alors, j'ai pensé très vite à l'API WebSpeech. J'en avais entendu parler récemment, je n'avais pas encore eu le temps de tester, mais ça me tentait bien. C'est une API qui est normalisée par le W3C, c'est l'organisme qui s'occupe de tout ce qui est normalisation autour du HTML5 et des API qui tournent dans le navigateur. Pourquoi WebSpeech? Bon, d'abord parce que ça fonctionne dans Chrome et dans Firefox. Ça ne nécessite pas d'acquisition de licence, c'est gratuit. C'est compatible avec mon idée de mon objectif low cost, du coup. Ça se programme en JavaScript. C'est assez facile, vous allez voir, c'est pas d'une grande complexité, même s'il y a quelques pièges. Et comme je m'aventure, comme je mets là dans un terrain, voilà, je suis en terrain incognita, je me suis dit que développer un truc comme ça dans un langage que je connais, en l'occurrence le JavaScript, bah, c'est plus sécurisant, quoi. Plutôt que de m'aventurer dans une techno complètement dans laquelle je serais complètement débutant, ça aurait été un peu plus difficile. Et je me suis dit que vous alliez me poser une question, alors autant tout de suite l'évacuer. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à vouloir développer une interface vocale, donc une interface qui fonctionnerait sans écran, en utilisant une API qui, elle, est conçue pour fonctionner dans un navigateur? Oui et non. Là, je vais vous demander d'ouvrir vos chakras, d'être imaginatif. Et voilà, imaginez, vous avez une application qui est développée sur une base de Node.js, Node.js, donc JavaScript, hein, qui se lance, donc faire en sorte qu'elle démarre lorsque le Raspberry Pi 3 démarre, ça c'est pas bien compliqué, ça se met dans un script. Donc cette API Node.js, elle gérait le back-end, donc toute la partie gestion des données, c'est-à-dire notamment la base de données des podcasts. Et elle démarre, donc cette application Node.js démarrait automatiquement une fenêtre de navigateur pour permettre l'interaction avec l'API WebSpeech et donc permettre à l'utilisateur de naviguer dans une base de podcast. Donc pour que ça marche, il faudra quand même générer des pages HTML, enfin en tout cas des pages web, avec un HTML minimaliste, pas besoin d'une interface très compliquée, puisque là, l'objectif, c'est quand même de rester sur une interface vocale le plus possible. Donc voilà, c'est un peu l'idée de mon idée de départ. Alors, précision sur l'API WebSpeech, elle n'existe pas. Vous ne l'avez pas vu venir, celle-là. Hein. En fait, il y a deux API. En fait. WebSpeech, c'est un terme générique qui englobe deux API qui, elles, existent réellement. C'est l'API Speech Synthesis pour la synthèse vocale et Speech Recognition pour la reconnaissance vocale. Mais si on vous parle de WebSpeech, en fait, il faut penser qu'il s'agit bien de deux API distinctes qui peuvent s'utiliser ensemble ou séparément. On peut très bien faire de la synthèse sans reconnaissance ou de la reconnaissance sans synthèse, c'est au choix. Le réflexe qu'ont beaucoup de développeurs, moi y compris quand on s'attaque à des API web, c'est de regarder sur le site canaiuse.com comment elles sont supportées par les navigateurs. Alors il faut savoir qu'elles sont toutes les deux, ces deux API sont au niveau de spécification de draft, c'est-à-dire brouillon, au niveau du W3C, c'est-à-dire qu'elles sont elles sont encore dans un état instable, elles peuvent évoluer, mais elles sont déjà supportées par un grand nombre de navigateurs. En l'occurrence, Speech Synthesis, si vous regardez la partie de gauche, alors j'ai mis que les navigateurs, je dirais, desktop hein, dans ces copies d'écran là, mais en réalité, Canaiuse nous donne un panel beaucoup plus large. Donc là, j'ai mis surtout, je me suis focalisé sur les desktops et ce qui m'intéresse moi en particulier, c'est Firefox et Chrome, mais je vous ai mis aussi Edge, Safari et Opera juste pour que vous ayez un aperçu. Donc la partie synthèse vocale, elle est plutôt très bien supportée, il y a du vert partout. Par contre, à droite, pour la reconnaissance vocale, c'est déjà un peu plus problématique. Firefox, alors quand vous allez sur le site canaiuse.com, vous avez des petits numéros, des petits chiffres 1, 2, etc. qui apparaissent sur les cases. Il suffit de survoler, vous avez des petits pop-up qui vous donnent des informations complémentaires. En l'occurrence, pour Firefox, il s'agissait en fait, l'API n'est pas activée automatiquement dans Firefox, il faut l'activer soi-même en en modifiant un paramètre. Pour ça, vous allez dans la barre d'URL, vous tapez about.config, vous arrivez sur une page, vous avez tout un tas d'options, vous pouvez faire une recherche sur WebSpeech par exemple, et ensuite vous allez pointer sur les lignes correspondant à WebSpeech et vous les activez, et à partir de là, vous pouvez utiliser la reconnaissance vocale dans Firefox.
Pour Chrome, on voit qu'il y a un petit 1. Bon, je vous explique en fait de quoi il s'agit. Simplement, ils disent sur Canayous que Chrome ne supporte pas la totalité de l'API. Mais en tout cas, je peux vous dire tout de suite qu'en ce qui concerne mes besoins pour le projet, ça marche bien. Je n'ai pas rencontré de difficultés. Quelques réflexions autour de WebSpeech. Donc, comme je vous disais, c'est une API qui est au niveau draft. Donc, ça veut dire que on peut rencontrer des difficultés techniques, des différences de comportement d'un navigateur à l'autre, voire des bugs. Je pense que c'est pas pour rien que, notamment dans Firefox, l'API n'est pas activée par défaut. Parce que, comme je vous le dirai tout à l'heure, j'ai rencontré quelques difficultés avec Firefox. Dans Chrome, alors, bon, pour le Raspberry, de toute façon, le Raspberry Pi, il tourne sur un système qui est dérivé de Debian, qui s'appelle Raspbian. Et sur Raspbian, j'ai pas 36 000 possibilités, ça va être Firefox ou Chrome de toute façon. Et même, plutôt que Chrome, ça va être Chromium, parce que Chromium est la version open source de Chrome qui est embarquée dans Raspbian. J'ai regardé s'il était possible d'installer éventuellement Chrome, ça avait l'air un peu compliqué. En tout cas, Chromium, lui, est facile à installer. Et ça veut dire aussi que Chromium étant la version open source de Chrome, potentiellement, il peut y avoir aussi des choses qui existent dans Chrome qui n'existeraient pas dans Chromium. Donc, alors je pense notamment à des codecs pour du décodage vidéo, des choses comme ça. Comment ça marche la synthèse vocale? Je vous donnais un petit peu la théorie pour la synthèse vocale et aussi pour la reconnaissance vocale. Et puis ensuite, je vous ferai une démo pour que vous voyez comment se comporte l'application. Là, je vous ai mis un exemple d'une petite fonction JavaScript que j'ai appelée speak, qui reçoit en paramètre une phrase et puis un deuxième paramètre qui est un objet voice qui est à nul par défaut. À l'intérieur de cette fonction, pour instancier, pour demander à la synthèse vocale de prononcer une phrase, on va instancier un objet speech synthesis utterance. On lui passe cette phrase qu'on veut lui faire prononcer. Ça nous crée un objet que j'ai appelé ici utterance, qui veut dire énonciation, je crois, en anglais. Cet objet, on va pouvoir le personnaliser en modifiant des propriétés, notamment la langue, qu'on va pouvoir définir à France, par exemple ici au français. Le pitch, ça c'est la hauteur de la voix, plus ou moins aiguë. Le volume de la voix. Le rate, c'est la rapidité de prononciation. Et puis, le paramètre optionnel que j'ai mis en deuxième dans les paramètres d'appel de la fonction, le voice, s'il est défini, on va pouvoir également forcer une voix, sachant que sur certaines langues, il est possible d'utiliser soit une voix d'homme, soit une voix de femme. C'est le cas pour l'anglais, ce n'est pas le cas pour le français par contre. Voilà, donc ça, on peut éventuellement personnaliser la voix pour certaines langues. Et puis, une fois qu'on a défini tout ça, on va pouvoir faire parler notre speech synthesis, notre synthèse vocale, avec l'appel de la méthode speak à laquelle on passe l'objet utterance. Voilà. En théorie, c'est tout. Avec ça, vous pouvez faire parler votre navigateur. En théorie, parce qu'il y a quelques petits trucs à savoir après, donc je vais y venir tout de suite. En pratique, donc, ce que je vous ai montré sur la diapo d'avant, ça a bien marché sur Firefox, mais pas sur Chrome. Je rappelle que mon objectif dans l'application que je voulais développer, c'est de faire une application qui ne nécessite pas d'interaction à la souris, au clavier, etc. Juste la voix. Or, dans Chrome, le démarrage de la synthèse vocale est bloqué tant que l'utilisateur n'a pas fait un clic de souris, par exemple. Apparemment, c'est un choix des développeurs de Chrome suite à des abus qu'il y aurait eu de la part de certains développeurs web autour de cette API de synthèse vocale. J'ai pas trop creusé, j'ai pas essayé de comprendre en fait plus que ça, mais au début j'étais très embêté en fait pendant un moment, je trouvais pas comment m'en sortir. Et puis j'ai fini par trouver dans une doc de Google, dont j'ai égaré le lien, j'ai pas pensé à le garder sur le moment et je l'ai pas retrouvé. Mais j'ai trouvé dans une doc de Google, en fait, il y a une solution de contournement. Il suffit de rajouter dans l'appel de la commande de démarrage de Chrome le paramètre en rouge que je vous ai indiqué ici, en dessous, donc autoplay policy égale no user, etc. Donc en rajoutant ça sur la ligne de commande de votre navigateur Chrome, ça débloque le problème. Heureusement, parce que sinon j'étais un peu coincé là. Sachant que, comme je vous le dirai tout à l'heure, ma solution de rechange c'était Firefox, et Firefox j'ai rencontré des problèmes aussi. Donc heureusement que j'ai pu m'en sortir avec Chrome de ce côté-là. Autre... Dag, je Oui, coupe 2 secondes.
Il y a Oui. Benjamin qui dit que avec Web Audio, ça fait la même chose. Enfin, a priori, Alors Web Audio, Web Audio, c'est une API pour faire de la synthèse sonore. Ça fonctionne comme un synthétiseur modulaire en fait. On va pouvoir jouer avec des oscillateurs, créer des filtres, des LFO, Je etc. parlais je parlais du clic, hein, de l'histoire du clic. Ah, d'accord, pardon. Alors pour le clic, je pense pas, mais honnêtement, j'en sais Si, rien. si, si, je te Si? confirme. Il faut un Oui. clic de souris pour démarrer la web audio. Ah, ok. Bon, bah merci pour l'info. Donc peut-être que la solution que je disais, là, le paramètre que j'indiquais sur la diapo, là, peut-être qu'il pourrait débloquer le problème aussi pour WebAudio à tester, hein. C'est pas garanti. Bon, bah, bon, c'est bon à savoir. Alors, en plus donc de ce problème, de ce premier problème, j'en ai rencontré un deuxième avec Chrome. Chrome impose de charger une liste de voix, et tant qu'il ne l'a pas fait, il reste muet. La synthèse vocale ne veut pas parler. Et en fait, ça le fait pas. Enfin, ça marche. Enfin, j'ai pas eu de problème sur Windows. Je m'en suis rendu compte après coup sur Linux, sur certaines versions de Linux, et je crois que c'était notamment sur Fedora. Donc, dans certains contextes, certains environnements, Chrome, quand il n'a pas récupéré sa liste de voix, ben, il reste muet. Ce qui est assez gênant. Donc, la liste des voix, normalement, elle se récupère avec cette ligne que je vous ai mise ici, let voices. Donc, on déclare une variable de type tableau qui va contenir en fait une liste de voix qui est récupérée par la méthode getVoices de l'objet speech synthesis. Mais dans Chrome, alors ça marche bien avec Firefox, mais dans Chrome, ça marche pas parce que dans Chrome, il faut impérativement faire l'appel de cette fonction getVoices à l'intérieur d'un événement onVoicesChange. Donc il faut déclencher l'événement onVoicesChange pour pouvoir faire appel à getVoices et récupérer cette liste de voix. Donc deux navigateurs de comportements différents, et en plus, comme ça marche en asynchrone, ça nécessite de passer par une promise. Enfin, c'est un petit peu casse-pied. Enfin bon, j'ai réussi à m'en sortir. Je vous ai pas mis le code parce que c'est un peu verbeux. Ça, voilà, c'est pas forcément rigolo à lire, surtout si on ne connaît pas trop les promises. Mais si vous voulez voir comment ça marche, ben, j'ai créé deux fonctions dans mon application. Et dans le fichier tools.mjs, les deux méthodes, enfin les deux fonctions getVoices et prepareVoicesList travaillent ensemble pour en utilisant notamment le mécanisme des promises pour récupérer cette fameuse liste de voix, et ce qui permet ensuite de faire parler Chrome en particulier. La liste des voix, je vous ai mis une petite liste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ça, c'est la liste des voix récupérées par getVoices sur Chrome. Sur Firefox, on ne récupère pas tout ça. Sur Firefox, on va récupérer que les voix que vous avez tout en bas, celles qui sont fournies par Microsoft, parce que moi, je suis sur un système Windows. Donc, il se trouve que j'ai 3 langues configurées sur mon Windows, donc de l'anglais, du français et du japonais. Donc, c'est pour ça qu'il me récupère 3 voix donc, dans ces 3 langues. Et ça, avec Firefox, je n'obtiens que ces 3 voix-là, tandis que getVoices, quand elle s'exécute sur Chrome, Chrome nous renvoie une liste complémentaire de langues qui est fournie en l'occurrence par Google, dans laquelle on retrouve du français et puis d'autres langues comme l'anglais, et notamment l'anglais en 2 voix différentes, une voix masculine, une voix féminine. Voilà, il y a d'autres, on a d'espagnol, enfin bon, il y a plus, voilà. Bon. La liste des langues, elle peut être encore très différente selon les navigateurs. J'ai constaté que sur un Fedora, sur Chrome, sur Fedora, je récupérais une liste de langues encore différentes, une liste beaucoup plus longue. Et comme Fedora, c'est IBM, je suppose que c'est des voix qui sont fournies par IBM peut-être, qui ont d'ailleurs sont d'assez mauvaise qualité. J'avais fait des tests avec Fedora et j'avais trouvé que les voix étaient vraiment dégueulasses, alors que celles de Microsoft sont très bien, celles de Google aussi. Voilà, bon. Alors, je vais parler rapidement de la reconnaissance vocale pour vous donner aussi un petit peu les différents aspects théoriques et pratiques. Et puis, on va passer à la démo. Alors, pour la reconnaissance vocale, donc speech recognition, le code n'est pas beaucoup plus compliqué. Il y a une notion de grammaire qui est implémentée dans cette API.
La grammaire, on peut la définir au moins de façon différente, soit sous forme d'une liste de mots, comme ici, dans le premier exemple, la première ligne que vous voyez, j'ai déclaré une variable grammaire et je l'ai chargée avec une liste de couleurs, aqua, azur, etc. Ou l'autre solution, c'est de charger une grammaire à partir d'une phrase, comme dans la ligne d'en dessous que je vous ai mise pour que vous voyez ce que ça pourrait donner. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'en fait, dans la pratique, je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. On peut très bien définir une grammaire avec une phrase vide. Ça n'empêche pas la reconnaissance vocale de fonctionner. Donc honnêtement, l'utilité de la grammaire, je n'ai pas encore bien compris. Mais peut-être parce que j'ai pas non plus, j'étais un peu feignant pour le coup, j'ai pas exploré à fond toute la spécification pour essayer de comprendre le fin mot de l'affaire. La reconnaissance vocale, comment dire, pour l'instancier, pour la démarrer, il faut instancier un objet speech recognition que j'ai initialisé, enfin j'ai initialisé ici une variable recognition. La grammaire, bon, elle s'instancie avec un objet speech common list. Bon, je passe très vite sur la partie grammaire. L'objet recognition, donc on lui passe une grammaire, on lui passe aussi la langue dans laquelle on veut qu'il reconnaisse, enfin, la langue qu'on souhaite qu'il reconnaisse. Il y a des paramètres complémentaires, interim, results, max alternatives. J'ai essayé de comprendre à quoi ça servait, j'ai fait des essais avec true, false, en changeant des valeurs, etc. J'ai pas eu l'impression que ça changeait grand-chose, honnêtement. Mais là encore, je n'ai pas pris suffisamment de temps pour l'étudier à fond. La reconnaissance vocale, en fait, elle démarre dès que vous appelez la méthode de start. À partir de là, votre navigateur, il se met en mode écoute et le mode écoute est pas très long, en fait. Hein. Dès que vous avez prononcé une phrase, en général, il y a un événement qui se déclenche qui va définir que la reconnaissance a terminé son travail. Et vous allez pouvoir récupérer le résultat de ce travail de reconnaissance avec l'écouteur d'événements onResult. Donc, vous faites recognition onResult, comme je l'ai fait dans l'exemple ici, et à l'intérieur de cette fonction, vous allez pouvoir récupérer l'événement, et au travers de cet événement, vous allez pouvoir récupérer dans un objet, une propriété de cet événement, en allant creuser dans un sous-tableau de sous-tableau, vous allez pouvoir récupérer donc le résultat de ce que la reconnaissance vocale a entendu, et vous le récupérez au travers de la propriété transcript. Là, j'ai mis tout lowercase, ça c'était juste pour mettre en minuscule, mais ça c'est complètement accessoire. Et dans mon exemple, j'ai simplement alimenté la log du navigateur avec ce que la reconnaissance vocale a compris pour avoir un exemple. Il y a un élément intéressant aussi qu'on peut récupérer avec l'objet result, c'est la propriété confidence qui donne un taux de confiance. C'est-à-dire que la reconnaissance vocale vous dit ouais, j'ai compris ça et c'est un taux de fiabilité de 80% ou 90%, etc. Si vous avez un taux de reconnaissance, un taux de confiance à 60%, ça veut dire que c'est pas super bon, mais si vous avez quelque chose qui tourne autour de 80%, en général, c'est pas mal. Et bon, ce taux de confiance, il n'est pas d'une fiabilité extrême. Hein. Je dirais que si vous dites par exemple veux-tu manger donc point d'interrogation, et que la reconnaissance vocale va de toute façon va complètement rater tous les points de ponctuation et notamment le point d'interrogation de la fin de la phrase, la reconnaissance vocale ne va pas le capter, ce point d'interrogation, donc vous ne l'aurez pas dans la phrase récupérée par la transcription, et ça module le taux de confiance qui va du coup baisser un peu, quoi. Mais la phrase va être tout à fait correcte. En pratique, donc je vous disais, la grammaire, elle ne sert pas à grand chose. Donc, bon, enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. L'API fournit une série d'écouteurs d'événements dont je vous disais, il y a onResult et il y a d'autres écouteurs qui sont intéressants, notamment onError, que vous pouvez aussi surveiller pour détecter d'éventuelles erreurs. Il y a onEnd qui se déclenche justement quand la reconnaissance a terminé de capter une phrase. C'est cet événement onEnd non, ou onSpeechEnd, je ne sais plus, l'un des deux en tout cas, qui se déclenche lorsque la reconnaissance a fini de capter une phrase. Et puis, j'ai rencontré un bug avec Firefox. Je vous disais tout à l'heure, je l'avais évoqué, mais voilà, lorsqu'on utilise
la reconnaissance vocale dans des modules ES6. Alors, ces modules, c'est une technique qui est apparue en 2015 qui permet de créer un code plus modulaire, mieux structuré. Et l'application, j'ai voulu l'écrire en utilisant des modules ES6, justement. Et ben, la reconnaissance vocale se comporte bizarrement dans Firefox. Alors pourquoi je pense que ça vient des modules? C'est parce qu'au départ, le code que j'avais utilisé comme modèle pour ma reconnaissance vocale fonctionnait très bien tant qu'il était écrit à l'ancienne, on va dire. Mais dès que j'ai reporté ce code dans des modules ES6, l'API Speech Recognition est devenue incohérente. C'est-à-dire que les événements se déclenchaient, notamment OnResult ne se déclenchait plus au bon moment. Donc c'était devenu complètement inutilisable en fait. Et pour en avoir le cœur net, j'ai sorti mon code des modules ES6, je l'ai mis dans du code JavaScript classique, entre guillemets, et là, l'API a refonctionné normalement. Donc je pense qu'il y a un problème, il y a un truc qui n'est pas stable, qui n'est pas encore, peut-être pas suffisamment testé de la part des équipes de Mozilla, et qui fait que pour l'instant, tant que vous utilisez la reconnaissance vocale dans du code JavaScript classique, ça marche. Hein, mais si vous essayez de le faire dans des modules ES6, attendez-vous à des soucis. En tout cas pour Firefox. Sur Chrome, il n'y a pas de souci. Par contre. La reconnaissance vocale, donc, elle fonctionne dans l'ensemble plutôt bien. Vous allez le voir avec l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure. Elle fait parfois des erreurs quand même. Hein. Il y a des mots qui ne sont pas toujours bien compris. Par exemple, quand je demandais, trouve-moi des podcasts sur Platon, je disais chercher Platon. Quelquefois, il comprenait plateau au lieu de Platon. Ce qui fait que j'ai dû faire de gros efforts d'élocution pour bien faire, pour que l'API fonctionne bien. Moi qui ai tendance à bouffer les mots, c'est un gros effort pour moi. Des mots comme par exemple moins est parfois confondu avec moins, ou choix 2 aussi, parce que dans certaines parties de l'application, j'ai prévu la possibilité de faire des choix avec des numéros. Et choix 2, de temps en temps, il me récupérait choix 2 DE, ce qui n'était pas du tout ce que j'avais escompté, donc ça m'a posé quand même des petits soucis par moment. Mais bon, mis à part ces quelques petits défauts, je dirais que dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Et dernier point avant de passer à la démo, je m'en suis rendu compte d'un truc que je n'avais pas vu venir, c'est que l'API de reconnaissance vocale ne fonctionne pas si vous n'avez pas de connexion Internet. C'est-à-dire que quand vous connectez, si mon Raspberry Pi, enfin non, je ne parle pas du Raspberry parce que c'est un sujet qui fâche, je vous en parlerai après. Mais si vous utilisez l'application sur un PC, elle fonctionne très bien tant que vous avez une connexion Internet. Si vous déconnectez la connexion Internet, l'API de reconnaissance vocale ne fonctionne plus. Et en fait, j'ai découvert après, en épluchant un peu la spec du W3C, que en fait, c'est prévu dans la spec, comme ça. Si vous n'avez pas de connexion Internet, ça déclenche carrément une erreur de type network. C'est ce que vous aurez dans votre en retour de la méthode de la propriété, de l'écouteur d'événements on-error, vous aurez une erreur de type network, et c'est prévu dans la spécification comme ça. Donc moi qui voulais faire de mon Pi3 un lecteur audio autonome, déjà, c'est mal barré. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit impérativement connecté à Internet. Bon, il se trouve que le Pi3 a une connexion Wi-Fi, donc on peut quand même s'en sortir comme ça, mais c'est pas tout à fait comme ça que j'avais vu les choses. Enfin bon, on va y revenir après sur le Pi3. La démo. Greg, Oui. il y a Benjamin qui se posait une question, et je me posais aussi la même. C'est comme c'est connecté, en fait, ça te demande d'être connecté à Internet. C'est peut-être pas simplement le fait de pas te demander d'être connecté à Internet, mais peut-être parce qu'il y a toute une partie du traitement qui est fait sur des serveurs extérieurs. Je me suis posé la question, mais alors le problème c'est que si effectivement c'est le cas, ça passe sous le manteau, on voit rien passer dans vous savez, quand on est dans le navigateur, on peut se mettre en mode outil de développement et on peut suivre, là on peut voir la console et on peut voir notamment un onglet qui s'appelle Network ou réseau, dans lequel on peut voir toutes les requêtes qui sont envoyées vers des serveurs extérieurs. Et alors je me suis dit, si c'est ça le problème, effectivement, et que la reconnaissance vocale a besoin de faire des appels vers des serveurs externes pour certaines opérations, je devrais peut-être le voir au travers de l'onglet Network. Et en fait, je n'ai rien vu passer. Même quand la connexion était bien établie, la connexion réseau, et que l'API fonctionnait normalement, je n'ai vu aucune requête passer propre à l'API Speech Recognition. Mais
c'est peut-être ça, hein. Et ça veut peut-être dire que du coup, les requêtes, elles ne sont pas visibles, mais qu'elles sont quand même présentes. On ne peut rien exclure. Il faudrait, à la limite, il faudrait sniffer, faudrait mettre un outil pour sniffer les requêtes et indépendant du navigateur pour pouvoir voir si quelque chose transite. Mais en tout cas, il y a forcément une raison, hein, pour qu'ils aient pris cette décision. Mais bon, j'ai pas la réponse en tout cas. Et ça pourrait, oui, quelqu'un a très justement remarqué, ça pourrait poser des problèmes de confidentialité. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, je vais vous faire. Alors, pour ma démo, je voulais au départ vous le faire en live, mais je me suis rendu compte d'un problème avec Jitsi, c'est que Jitsi n'entend pas ce que prononcent les phrases prononcées par l'API WebSpeech, enfin par la partie synthèse vocale. Ce qui fait que vous m'auriez entendu faire un long monologue, mais vous n'auriez jamais entendu les réponses de la synthèse vocale. Donc, pour que vous puissiez voir un peu comment se comporte l'application, j'ai fait une petite vidéo. J'ai enregistré une petite vidéo que je vais vous partager pour que vous puissiez voir concrètement ce que ça donne. Il faut que je récupère juste le lien. Bienvenue Grégory. Que souhaites-tu faire? Utilise le mot-clé menu suivi du numéro souhaité. Menu 1. Accueil. Menu 2. Recherche de podcasts. Menu 3. Test audio reader. Menu 3. Menu 4. Écoutez. Pause. Écoutez. Avant. Montez. Montez. Pause. Info. Info. La durée du MP3 est de 3 minutes 26 secondes. Vous avez écouté 28 secondes. Ok, on va tester la recherche de podcast directement. Je vais lui demander menu 2. Quel podcast souhaites-tu écouter? Utilise le mot-clé chercher suivi du critère souhaité. Chercher plateau. Mot non reconnu château. Chercher plateau. Je n'ai rien trouvé sur plateau. Nouvelle recherche. Chercher Platon. J'ai trouvé une référence sur Platon. Choix 1. L'érotisme, 1 sur 4, Platon, au banquet d'Eros. Émission animée par Adèle Van Riet. Chercher Durée 50 minutes. l'érotisme. Nombre de références trouvées pour l'érotisme, 4. Choix 1. L'érotisme, 1 sur 4, Platon, au banquet d'Eros. Chercher Bergson. Nombre de références trouvées pour Bergson, 3. Choix 1. Bergson, la pensée et le mouvant, 1 sur 4, les deux premiers essais introductifs. Choix 2. Bergson, la pensée et le mouvant, Choix 2. 2 sur 4, le possible et le réel. Préparation du titre en cours. Titre prêt pour écoute. Info. La durée du MP3 est de 50 minutes 54 secondes. Vous avez écouté 0 secondes. Titre, Bergson, la pensée et le mouvant, 2 sur 4, le possible et le réel. Émission animée par Adèle Van Riet. Écoutez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En route sur les chemins de la philosophie, imaginons que tout soit possible. Tout, le début comme la fin. Alors comment savoir de quoi demain sera fait? Si tout est possible, rien n'est déterminé et tout peut arriver, pour le meilleur et pour le pire. Pause. Le possible, c'est... Allez à 4 minutes. Écoutez. Combien ma représentation est pauvre, abstraite, schématique. Allez en à comparaison de 10 l'événement minutes. qui se produit.
que nous agissons, nous créons, nous apportons quelque chose qui n'existait sous aucune forme auparavant. Allez, à Ou qui 45 existait minutes. peut-être à l'état de... Et aussi englober autrui dans cette création même. Ça sera vraiment le dernier mot de Bergson, la création de soi par soi, la Stop. création de créateur. Écoutez, Bonjour à tous. là on est revenu au bonjour à début. tous. En route sur les chemins de la philosophie, Pause. imaginons Info. La durée du MP3 est de 50 minutes 54 secondes. Vous avez écouté 8 secondes. Titre, Bergson, Menu La 2. pensée et le mouvant, 2 sur 4, le possible et le réel. Faut attendre. Émission animée par Adèle Van Riet. Menu 2. Quel podcast souhaites-tu écouter? Chercher musique. Nombre de références trouvées pour musique, 7. Voici les 5 premières. Choix 1. Le son pur de Ryuichi Sakamoto, la musique n'est rien d'autre qu'un exercice de sculpture dans le temps. Choix 2. L'électro au naturel, 1 sur 5, quand les synthétiseurs font pousser les plantes, la musique électronique face au règne végétal. L'électro au naturel, 1 sur 5. Choix 3. Choix 2. L'électro au naturel, 2 sur 5, oiseaux de rêve et insectes acides, animaux et Choix machines 2. de la house baléarique à la musique concrète. Ah. Préparation du titre en cours. Titre prêt pour écoute. Écoutez. Plus de puissance. Oui, monsieur. Mesdames, messieurs, Je suis une voix. je vais à la rencontre de la nature. Je suis le sillon à suspense. On peut se demander qui de l'homme ou de la nature est musicien. Pause. Donc le projet lui-même, il est sur l'un de mes dépôts. C'est AR Vocal Project. Si vous avez envie de vous amuser avec, vous pouvez le forquer. Vous pouvez aussi éventuellement, pourquoi pas, me proposer venir m'aider pour l'améliorer si vous avez envie. Dans le fichier, dans le README du projet, j'ai expliqué comment il se configure, parce qu'il y a des petites choses à faire. Par exemple, si vous voulez référencer votre propre série de podcasts, parce que j'en ai pas mis dans le projet. Donc, il faut charger votre podcast dans un répertoire à part, vous le configurez, vous définissez le chemin dans un fichier de configuration qui est tout expliqué dans le README. Vous lancez ensuite un petit script qui est joint dans le projet qui permet de charger votre liste de podcasts et de les référencer dans un fichier JSON. Et à partir de là, vous allez pouvoir lancer l'application. L'application se lance avec un npm run start et puis après, ça démarre. Je dirais qu'il y a pas mal de petits défauts dans cette application. La partie recherche, surtout, a besoin d'être largement améliorée. Ça fonctionne, vous avez vu, je peux dire chercher Platon, chercher musique, etc. Ça pose plusieurs questions en termes d'ergonomie. Déjà, que faire quand la recherche nous renvoie 30 résultats, quoi. Est-ce qu'on va énumérer 30 podcasts à la personne qui... c'est peut-être un peu lourd. Alors après, on pourrait dire aussi, bon, à la limite, on ne propose que les podcasts qui n'ont pas déjà été écoutés, ce qui veut dire à ce moment-là améliorer un petit peu l'application pour pouvoir stocker quelque part la liste des podcasts qui ont déjà été écoutés de manière à ne pas les reproposer. Mais la personne qui utilise l'application pourrait très bien avoir envie de réécouter certaines choses. Donc, il faut pouvoir lui permettre il faut lui offrir quand même la possibilité de réécouter des podcasts s'il en a envie. Donc, ça pose plein de questions intéressantes en termes d'ergonomie. Et puis, je pense que ma fonction de recherche est quand même assez primaire. Ça serait intéressant d'essayer de l'améliorer avec des outils de type NLP, par exemple, des techniques type Natural Language Processing. Il y a des projets en JavaScript, notamment des packages NPM comme Natural, par exemple, qui font ça. Ou pourquoi pas des outils type TensorFlow.js aussi, puisqu'il y a des projets basés de reconnaissance vocale basés sur TensorFlow. Bon, en fait, il y a ça ouvre plein de possibilités, moi, ça me donne plein d'idées. Le problème, c'est après de trouver le temps pour les développer. Si vous avez envie de vous amuser un petit peu avec l'API WebSpeech sans pour autant charger mon application et la lancer, etc., j'ai créé 2 pens que vous avez ici, que vous pouvez tester, l'un pour la synthèse vocale, l'autre pour la reconnaissance vocale.
Je pourrais les copier-coller d'ailleurs je vous les mettrai dans le chat, comme ça vous pourrez les récupérer plus facilement. Voilà, et puis l'application est multilingue. Enfin, je veux dire par là qu'elle fonctionne, on peut la configurer pour qu'elle fonctionne soit en anglais, soit en français pour l'instant. La langue se définit dans un fichier de configuration que j'ai appelé appconfig.json. L'application, telle que vous la téléchargez dans le dépôt, elle est configurée pour du français, mais vous pouvez donc remplacer le code FRFR par ENUS et elle va fonctionner en anglais. J'ai stabiloté les fichiers qu'il faudrait modifier. Enfin, en tout cas, si vous voulez rajouter une troisième langue ou une quatrième, etc., il suffit de dupliquer l'un des fichiers. Il y a des fichiers actions et des fichiers messages. Il faut les dupliquer, rajouter la langue qui vous intéresse et puis modifier légèrement les fichiers action.mjs et message.mjs pour qu'ils prennent en compte ces langues supplémentaires. Donc, c'est vraiment minime comme modification. C'est vraiment pas grand-chose. Mike, je te coupe 2 oui, secondes. Oui. Il y a Léo qui se demandait d'où venaient en fait les résultats de tes recherches. C'est les podcasts que tu avais téléchargés dont tu nous avais parlé. Oui. Et après, tu les recherches par nom de podcast ou du coup tu as fait. Alors oui, alors en fait, c'est vrai que j'ai pas trop détaillé ça, mais c'est vrai que ça a posé quand même des questions intéressantes, cette histoire il a fallu que je constitue une base de podcasts, et les podcasts, bon, il y a des packages NPM qui permettent notamment de scruter des MP3 et d'en extraire les métadonnées. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai utilisé un de ces packages. Ce qui m'a permis de récupérer dans un fichier JSON l'ensemble, enfin un fichier JSON contenant l'ensemble de mes podcasts avec tous leurs métatags. Il y avait des métatags que je me suis rendu compte que certains n'étaient pas intéressants, ça faisait du volume pour rien, donc il y a des choses que j'ai filtrées, que j'ai éliminées pour avoir un fichier JSON un peu plus compact. Et puis, il y a des trucs aussi, par exemple, dans les titres des podcasts, par exemple, il y a des séries de podcasts que vous avez peut-être vu tout à l'heure, il y avait des trucs genre 1 sur 3, 1 sur 4, parce que c'est des séries de podcasts sur un même thème. Sur les titres proposés sur France Culture, enfin dans les tags des fichiers, pardon, c'est 1/3, 1/4. Et ça, c'était quand la synthèse vocale les prononçait, ces trucs-là, c'était dégueulasse, quoi. Ça faisait un quatrième, quoi, un troisième. Enfin bon, j'ai dit non, ça va pas, quoi. Donc du coup, j'ai fait des petits nettoyages en disant, je remplace les slash par le mot sûr pour avoir quelque chose qui soit plus intelligible, quoi, genre 1 sur 4, 1 sur 3, etc. Enfin bon, j'ai fait pas mal de petits nettoyages comme ça pour éliminer des caractères qui passaient pas bien, ou des trucs qui devaient être mal encodés peut-être dans les fichiers MP3, etc. Enfin, il y a eu comme ça pas mal de petits nettoyages. Donc le script, en fait, qui permet de constituer cette base, hein, vous le trouverez dans le README, il est indiqué, je crois que c'est catalogue.js, vous faites node catalogue.js et il va aller scruter tous vos MP3, en extraire les métadonnées et constituer le fichier JSON qui va servir ensuite de socle à l'application. Voilà. Là, je vous ai mis un exemple juste pour avoir une idée un petit peu de la manière dont fonctionne la reconnaissance vocale aujourd'hui. J'ai défini en fait une liste de mots-clés, je vous en ai mis qu'un échantillon ici. Vous avez des mots que j'ai utilisés tout à l'heure dans la démo, c'est-à-dire stop par exemple pour arrêter la lecture. On voit que le stop, il est utilisé dans un seul contexte, c'est le contexte du lecteur, en fait, le contexte reader, alors qu'il y a des mots-clés comme reload, je ne vous ai pas montré dans la démo, mais on peut éventuellement recharger la page si jamais il y a un problème, parce que de temps en temps, si l'API commence à partir en rideau, le plus simple, c'est de demander à recharger la page, ça va permettre de repartir sur de bonnes bases. Bon, j'ai prévu le mot-clé reload, ou recharger en français, pour pouvoir déclencher une action de type rechargement de page. Voilà, donc ça, c'est un mot-clé qui est utilisé dans tous les contextes. C'est pour ça que j'ai mis contexte all. Et dans le cas du goto, tout à l'heure, j'avais utilisé aller à pour me changer de position dans le podcast, sachant que les podcasts sont souvent assez longs, enfin, c'est pas tous, mais j'en ai qui durent des fois 50 minutes, voire 1 heure ou plus. Si on veut sauter certaines parties, ou se repositionner sauter une partie qu'on a déjà écoutée pour aller un peu plus loin, on peut dire donc aller à 30 minutes. Et pour ça, j'ai utilisé en fait un système de mots-clés que vous avez ici dans l'exemple avec le goto, où en fait les mots-clés reconnus par la reconnaissance vocale, c'est aller à, ou aller avec un R, ou aller avec un Z. Et ces cas de figure-là, quand la reconnaissance vocale, en fait, elle récupère une phrase, cette phrase, elle la découpe en différents mots. Le premier mot, ça va être l'action, en fait. L'action, en l'occurrence ici, ce serait aller à. Et à partir du moment où c'est le mot-clé aller à, il y a un petit complément, puisqu'il faut aller
savoir aller à, mais où. Donc, il faut récupérer la suite. Et en l'occurrence, si c'est 30 minutes, il faut le découper pour l'analyser et s'en servir pour repositionner dans le podcast en fait, à 30 minutes, quoi. Donc, j'ai prévu qu'on puisse positionner soit en minutes, soit en secondes. J'ai pas prévu de pouvoir dire allez à 20 minutes, 30 secondes. Ça ne marche pas. On pourrait le faire, hein, mais bon, je n'ai pas cherché à aller jusque-là. Voilà. Et alors, pour le Pi 3, pour en finir avec le Pi 3, dans mes tests, durant mes tests, le Pi 3, en fait, il n'était pas opérationnel au début du projet parce que j'avais plus de carte SD, il fallait que j'en commande une, que je recharge un Raspbian dessus. Et quand j'ai pu enfin avoir un Raspberry Pi opérationnel, là, je me suis rendu compte d'un problème, c'est que Chrome comme Firefox, la reconnaissance vocale et la synthèse vocale ne fonctionnaient pas du tout sur Chrome et sur Firefox, sur le système Raspbian. J'en ai conclu que en fait, la reconnaissance vocale et la synthèse vocale n'étaient pas installées, embarquées en fait, sur Raspbian. Et en fait, un truc que je n'avais pas vraiment compris au départ, mais que j'ai découvert par la suite, c'est qu'en fait, les navigateurs s'appuient sur la synthèse vocale qui est embarquée sur votre système, que ce soit sur le Mac ou sur Windows. Si vous avez un système qui n'embarque pas cette fonctionnalité de reconnaissance et de synthèse vocale, les navigateurs ne pourront pas l'utiliser. Et c'est typiquement ce qui se passe avec le Raspberry Pi et le système Raspbian, c'est que visiblement, il n'y a pas de synthèse vocale et de reconnaissance vocale installée, donc les navigateurs ne peuvent pas s'en servir. Il est a priori possible, via des packages .deb, de rajouter des fonctionnalités de type équivalentes à WebSpeech sur le Raspbian. Mais une fois qu'on les a installés, comment on fait pour dire à Firefox ou à Chrome, ou Chromium en l'occurrence, de les utiliser? Est-ce que c'est possible? J'en sais rien. C'est un sujet qui reste complètement, pour l'instant, ouvert. Je n'ai pas eu le temps de creuser cette question. J'ai essayé des versions alternatives de Raspbian, puisqu'on peut utiliser d'autres systèmes sur le Raspberry Pi. Le Pi 3 est vraiment très léger, pas assez puissant, mais il y a notamment un Ubuntu Mate qui est sorti, qui permet de faire tourner Ubuntu sur un Raspberry Pi 4. Je me suis dit, je vais quand même tester le 3. C'est une catastrophe, ça met le Pi 3 sur les genoux, donc ça ne marche pas. J'ai essayé aussi un Fedora Pi, qui existe aussi, qui doit certainement bien marcher sur le Pi 4, mais sur le Pi 3, c'est pareil, il met la machine sur les genoux. Donc c'est inutilisable. Donc voilà, en ce qui concerne le Pi 3, pour l'instant, mon idée de lecteur audio pilotable à la voix avec un Pi 3, ça ne marche pas. L'application, vous pouvez la récupérer, la faire tourner sans problème sur un Windows, sur certains systèmes type Fedora, sur PC, etc. Mais le Pi 3, pour l'instant, c'est pas possible. Il faudra que je le teste sur le Pi 4 éventuellement, mais ce n'était pas vraiment mon objectif. Le Pi 4 est un peu plus cher. C'est pas tout à fait la même donne, quoi. Mais ça serait potentiellement possible, je pense. Il faudrait que je le vérifie quand même. Donc voilà, pour terminer avec ce sujet, je dirais que c'est vraiment un projet cool parce que je me suis quand même bien éclaté avec ça, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées. J'ai appris beaucoup de choses quand même sur cette problématique de reconnaissance et de synthèse vocale. Je dirais que 2 points noirs pour moi, c'est le fait que Raspbian n'embarque pas WebSpeech, ou ces fonctionnalités. Le fait aussi que pour utiliser ces fonctionnalités, il faut une connexion Internet, ce qui est un peu embêtant. C'est pour des questions de confidentialité et aussi pour des questions d'autonomie, en fait, tout simplement. Si on veut un lecteur complètement autonome, c'est mal parti. Sinon, pour moi, l'API WebSpeech, elle a vraiment un gros potentiel. Je pense qu'elle a certainement du potentiel pour des applications ou des projets à vocation artistique, mais aussi plus généralement pour des projets, pour des sites web plus généralement, pour en améliorer l'accessibilité. Voilà. Bon, après, il y a avec quelques réserves, parce qu'on a vu que notamment sur Firefox, elle n'est pas activée par défaut. Donc ça c'est un petit peu problématique. J'ai quelques contacts chez Mozilla que je n'ai pas activé depuis longtemps. Je voudrais que je les appelle pour en discuter un peu avec eux, de savoir ce qu'ils ont prévu de faire avec ça. Et puis d'ailleurs, il faudrait que je leur signale aussi le problème que j'ai rencontré avec les modules ES6. Voilà.
je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, si vous avez des questions, c'est open. Hop. Merci Fred. Ouais, pour l'instant, Greg, il y a juste une question de Lio qui demande sur la board Latte Panda. Donc, je regardais rapidement. C'est un, un mini PC peut-être beaucoup plus puissant que le Raspberry. Ça vaut peut-être ça vaut le coup d'essayer. Mais peut-être un peu plus cher. Mais je crois qu'il tourne sur Windows et Linux. Donc, c'est à voir. Intéressant. Mais je m'en suis servi pour des projets embarqués. Et pour le coup, ça a de la patate. Ok, c'est bon à savoir. Je ne connaissais pas, je regarderai ça. Il y a le Jetson Nano. Je découvre des choses là. Jetson Nano de NVIDIA aussi. Ça à creuser. Je vais me les garder précieusement pour explorer ça. En tout cas, c'est vraiment sympa cette API parce que avec tes exemples et tout ça, on a l'impression qu'on a quand même une petite application assez rapidement. Enfin, en tout cas, on n'est pas confronté aux problèmes techniques de la synthèse vocale et de la reconnaissance vocale. C'est des problèmes après de distrib qui sont pas forcément très simples à corriger, mais pour intégrer ça dans des installs ou mis à part les petits pièges dont je vous ai parlé, je dirais que c'est quand même, ça reste relativement simple à utiliser quand même. Donc c'est vrai que et puis c'est embarqué sur beaucoup de systèmes, c'est embarqué nativement quoi en fait. Donc sans add-on, sans obligation de rajouter des plugins ou quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Grégory, je voulais te poser la question. Avec cette appli telle qu'elle est, on peut donc la mettre sur un petit PC. Oui. Et on peut s'en servir directement comme ça, sans vraiment vocalement, sans. Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas trop expliqué, mais je m'étais quand même posé la question, est-ce que je fais une application où il n'y a pas du tout d'écran et voilà, bon, il y en aura forcément un, mais il n'y aura rien dedans, quoi, et tout se passera par la voix, ou est-ce que je fais quelque chose qui peut s'utiliser quand même à la souris pour des personnes, parce qu'il y a différents types de handicaps visuels, il y a pas que voilà, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup d'avoir quand même des pages où l'utilisateur peut cliquer s'il en a envie. Moi, ça m'a rendu service d'ailleurs de pouvoir cliquer parce que des fois, je prenais des raccourcis pour pouvoir tester certaines choses sans repasser par tout le process. Et donc, il est possible, en fait, quand je dis par exemple menu 2, en fait, je déclenche un clic sur le lien qui correspond au menu 2. En fait, c'est ce qui se passe en interne. Et donc, si j'ai pas envie de dire menu 2 et que j'ai envie de cliquer à la place sur le menu 2, bah, ça marche aussi. En fait, donc, on peut utiliser l'application à la souris. Ou à la voix, en fait, on a les deux options. Donc, il suffit juste de lancer l'application, ça la lance à la souris. Comment ? Alors, l'application, il y a juste une contrainte, c'est que donc elle s'appuie sur. Il faut que la machine soit équipée de Node.js. Et il y a quelques outils complémentaires à ajouter. Alors ça, je l'ai expliqué quand on va sur la page d'accueil du projet, on a un fichier README dans lequel il y a quelques indications d'outils à installer. Il y a notamment quelques packages en fait Node.js à installer, donc un qu'il faut installer en global, en mode global. Mais bon, tout ça c'est juste une petite procédure à suivre et à faire une seule fois. Et l'autre opération aussi à faire, c'est il y a un fichier de configuration dans l'application dans lequel on va indiquer le chemin d'accès vers le répertoire où se trouvent les MP3, donc les podcasts en fait qu'on veut référencer. Et une fois qu'on a défini ce chemin d'accès, qu'on copie-colle dans le fichier JSON, après on lance un script qui s'appelle catalog.js, donc on fait node catalog.js. Ça va tourner quelques minutes, le temps que le script analyse l'ensemble des MP3 qui se trouvent dans le répertoire. Il peut y avoir des sous-répertoires parce que de toute façon, le script va analyser tout ça en récursif. Il va prendre tous les sous-répertoires qui se trouvent à l'intérieur du répertoire indiqué. Et donc, il va constituer sa petite base de podcasts. Et à partir une fois que ce travail-là est fait,
Après, on peut lancer l'application. La commande pour la lancer, c'est npm start ou npm run start. Les deux fonctionnent. Et là, l'application démarre tout de suite. Elle lance automatiquement Chrome. Et voilà, il n'y a plus qu'à se laisser guider après.